Cela faisait des années que je gardais cette boîte, bien cachée au fond de mon placard, loin des yeux et loin de l'esprit. À l'intérieur, il y avait toutes ces choses que j'avais soigneusement conservées, des souvenirs de mon ancien amour, des fragments de notre passé. Des lettres, des photos, des petits objets qui avaient autrefois une signification pour nous. Chaque morceau de papier, chaque objet semblait porter une charge émotionnelle que je n'avais jamais pu me résoudre à abandonner, jusqu'à aujourd'hui. Je ne saurais dire exactement pourquoi, mais ce matin-là, j'ai senti un étrange besoin de me libérer de ce poids. Peut-être que j'avais enfin trouvé la force de tourner la page. Alors, j'ai pris la boîte, la posant devant moi sur la table, et j'ai ouvert le couvercle lentement, comme si elle contenait quelque chose de dangereux. Mon cœur s'est serré en voyant ces vieilles lettres écrites de sa main, pleines de mots doux, de promesses qui, je le savais, ne se réaliseraient jamais. Les photos, quant à elles, me montraient des visages souriants, des moments heureux figés dans le temps, mais qui, désormais, semblaient presque irréels. J'ai pris chaque objet, l'un après l'autre, ressentant à chaque fois cette douleur sourde de nostalgie mêlée de tristesse. À mesure que je sortais chaque souvenir, je m'efforçais de me rappeler que c'était fini, que cette partie de ma vie appartenait au passé. Mais il y avait quelque chose d'étrange, comme si mes doigts refusaient de lâcher ces souvenirs, comme si une part de moi voulait les garder, les préserver. Finalement, après des heures passées à contempler ces fragments de ma vie passée, j'ai rassemblé tout mon courage et j'ai décidé de tout jeter. J'ai refermé la boîte, les porté jusqu'à la benne à ordures de l'immeuble, et, sans regarder en arrière, j'ai déposé le tout dans le conteneur. En remontant, je sentais un mélange de soulagement et de tristesse. Je pensais qu'avec ce geste, je pourrais enfin tourner la page, que cette histoire appartenait désormais au passé. Mais au fond de moi, une ombre persistait, un sentiment trouble que je ne pouvais pas encore comprendre. Les premiers jours après m'être débarrassé de la boîte, j'ai ressenti une étrange légèreté, comme si un poids invisible avait disparu de mes épaules. J'étais convaincu que cette libération me permettrait de retrouver la paix. Pourtant, à peine quelques jours plus tard, des choses inexplicables ont commencé à se produire. La première fois, c'était une photo. Je l'avais trouvée par hasard en ouvrant le tiroir de ma commode, ce même tiroir que j'avais soigneusement vidé quelques jours auparavant. Elle était là, posée bien en vue, une vieille photo de nous deux, souriants, enlacés. Mon cœur s'est figé. Comment cette photo était-elle revenue ici? J'étais certaine de l'avoir jetée avec le reste. J'ai essayé de me convaincre que j'avais peut-être laissé cette photo par mégarde, que mon esprit me jouait des tours. Je l'ai donc prise et l'ai déchirée avant de la jeter de nouveau. Mais ce n'était que le début. Les jours suivants, d'autres souvenirs réapparurent, chacun à un endroit différent de l'appartement. Une lettre, soigneusement pliée, posée sur ma table de chevet. Un petit bracelet, que je lui avais offert, retrouvé dans le fond de mon sac. À chaque fois, je sentais une montée d'angoisse, un sentiment de malaise qui s'infiltrait en moi, comme si quelque chose cherchait à me rappeler son existence, à ne pas me laisser l'oublier. Puis vinrent les billets. Des petits morceaux de papier, déposés discrètement dans des endroits où je ne pouvais pas les manquer, dans mon agenda, glissés dans mes livres, laissés sur la table de la cuisine. Les messages étaient courts, mais chacun d'eux semblait imprégné d'une familiarité terrifiante. « Souviens-toi de moi, je suis toujours là, pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'idée même que quelqu'un ait pu entrer chez moi pour déposer ces objets et ces messages me terrifiait. Mais une autre pensée, bien plus sombre, s'insinuait dans mon esprit, et si ce n'était pas quelqu'un, mais quelque chose? Les jours suivants, l'angoisse s'intensifia. Chaque matin, je découvrais un nouvel objet de notre passé ou un nouveau billet, de plus en plus personnel, de plus en plus menaçant. Puis vinrent les messages sur mon téléphone. La première fois, c'était en pleine nuit. Un léger bip m'a réveillé, et, à moitié endormi, j'ai attrapé mon téléphone. Le message provenait d'un numéro inconnu. Tu pensais pouvoir m'oublier. Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre. Je n'ai pas répondu. J'ai posé le téléphone, tentant de me convaincre que c'était une mauvaise blague, que quelqu'un essayait de me faire peur. Mais les messages ont continué. Chaque jour, de nouvelles phrases apparaissaient. « Je te vois. Pourquoi as-tu fait ça? Je t'avais promis qu'on serait ensemble pour toujours. » Ces mots semblaient si familiers, rappelant des choses que mon ex m'avait dit des années auparavant, des promesses qu'il me murmurait, convaincu que rien ne pourrait nous séparer. Un soir, prise d'un malaise insupportable, j'ai décidé de vérifier l'origine des messages. J'ai recopié le numéro, espérant que ce ne serait qu'une coïncidence, que ce serait quelqu'un d'autre. Mais lorsque l'écran a affiché le nom associé au numéro, mon sang s'est glacé. C'était celui de mon ex, celui-là même qui était décédé il y a des mois. Je ne pouvais pas comprendre. La logique me disait que c'était impossible, mais une partie de moi ne pouvait s'empêcher de croire qu'il s'agissait bien de lui, qu'il n'avait jamais vraiment disparu, que ces souvenirs que j'avais gardés n'étaient pas de simples objets,
mais quelque chose de bien plus sombre, quelque chose qui refusait de me laisser en paix. La terreur commençait à envahir chaque recoin de ma vie. Désespéré, j'ai décidé de comprendre ce qui se passait, de trouver une explication rationnelle à ces événements. J'ai parlé à mes amis, leur racontant les apparitions des objets, les billets, les messages. Ils m'ont écouté, inquiet, mais personne ne semblait me prendre réellement au sérieux. La plupart pensaient que je souffrais encore de la perte et que mon esprit me jouait des tours. Pourtant, je savais que c'était bien réel. À court de solutions, j'ai fouillé dans mes souvenirs, essayant de me rappeler tout ce que je pouvais de mon ex, de nos conversations, des mots qu'il avait prononcés et des choses qu'il m'avait laissées. J'ai même commencé à relire d'anciennes lettres, à rechercher dans des photos des détails que je n'avais jamais remarqués. Au fil des jours, une chose est devenue de plus en plus claire. Il y avait quelque chose d'étrange dans ce lien que j'avais entretenu avec lui, quelque chose que je n'avais jamais compris. Finalement, j'ai commencé à envisager que la boîte elle-même, cette boîte pleine de souvenirs que j'avais gardés toutes ces années, puisse être la clé de ce qui se passait. Peut-être qu'en la gardant, j'avais sans le savoir maintenu une connexion avec lui, une porte que je n'aurais jamais dû laisser ouverte. Mais alors même que je tentais de m'en convaincre, une autre peur plus sombre grandissait en moi, et si ce n'était pas moi qui gardais la connexion, mais lui? Les événements se sont intensifiés, devenant insupportables. Les messages sur mon téléphone étaient de plus en plus fréquents, les objets réapparaissaient à une vitesse qui défiait toute logique, et la sensation d'être observé, même dans mon propre appartement, devenait étouffante. Une nuit, après avoir reçu un dernier message terrifiant, je suis là, tout près, j'ai décidé d'en finir une bonne fois pour toutes. J'ai récupéré tout ce qui me rappelait notre relation, chaque photo, chaque lettre, chaque objet que j'avais retrouvé, et je les ai rassemblés dans une nouvelle boîte, aussi semblable que possible à celle que j'avais jetée. Mon plan était simple, tout brûler, réduire en cendres chaque trace de lui, et espérer que cela suffirait à briser ce lien maudit. Alors que j'allumais les premières flammes, un froid glacial a envahi la pièce, comme si une présence invisible essayait d'étouffer le feu. Les murs semblaient se refermer sur moi, et j'ai entendu un murmure, sa voix, résonnant dans un souffle glaçant. « Tu ne peux pas te débarrasser de moi. Je t'avais dit que je resterais pour toujours. » Terrifié, j'ai continué à alimenter le feu, fermant les yeux pour ne pas voir les ombres qui semblaient danser autour de moi. Lorsque j'ai enfin rouvert les yeux, le silence était revenu, et tout semblait normal. Pourtant, alors que je regardais le tas de cendres, un frisson glacé me parcourut l'échine. Au milieu des débris, la boîte d'origine était là, intacte, comme si elle n'avait jamais été touchée par les flammes. À cet instant, j'ai compris que peu importe ce que je ferais, il resterait avec moi. Il était devenu une partie de moi, une ombre indélébile, prête à me hanter pour l'éternité. Quand j'ai rompu avec lui, il a laissé ce miroir ancien dans mon appartement, comme un cadeau d'adieu. Au début, je n'y ai pas prêté attention, c'était juste un objet de plus parmi les souvenirs que je préférais oublier. Mais il y avait quelque chose de particulier dans ce miroir, quelque chose de troublant. Il était grand, massif, avec un cadre en bois sombre, orné de gravures complexes et usées par le temps, presque comme si des mains anciennes et invisibles l'avaient sculpté dans une intention sinistre. Je l'ai d'abord laissé dans un coin, recouvert d'un drap, pensant le vendre ou le jeter plus tard. Mais peu à peu, son allure mystérieuse a commencé à m'intriguer. Peut-être était-ce son aspect vintage, ou ce sentiment étrange qu'il dégageait, comme s'il contenait des secrets qu'il ne voulait partager qu'avec moi. Je me suis dit que, malgré tout, il avait du charme. Peut-être que l'utiliser dans ma chambre ajouterait un peu de caractère à l'endroit. Je l'ai donc installé près de mon lit, où il captait la lumière du jour, et, la nuit, sa surface noire semblait absorber toute la pièce. Les premiers jours, j'ai ressenti un léger malaise en le regardant, une impression furtive d'être observé. C'était ridicule, bien sûr. Je mettais ça sur le compte de la fatigue ou de l'atmosphère un peu oppressante de la pièce. Mais quelque chose me troublait. Ce miroir, malgré sa beauté inquiétante, me rappelait étrangement mon ex, comme s'il y avait laissé une partie de lui. Les premiers signes sont venus doucement, presque imperceptibles. Tout a commencé par une sensation étrange, comme si quelqu'un me regardait en permanence. Je ne pouvais pas m'empêcher de jeter un œil furtif au miroir chaque fois que je passais devant. Au début, je pensais que c'était de la paranoïa, mais plus je l'observais, plus il me semblait différent. Une sorte d'aura qui ne s'expliquait pas. Une nuit, alors que je me préparais à me coucher, je suis passé devant le miroir, mais cette fois, quelque chose a attiré mon regard. Un mouvement. Une ombre, aussi fugace qu'un souffle, mais bien réelle. Je me suis retourné brusquement, le cœur battant dans ma poitrine, mais la pièce était vide. Il n'y avait personne. Je me suis approché du miroir, cherchant un reflet perturbé, mais il n'y avait rien,
juste mon visage fatigué qui me fixait. La nuit suivante, cela s'est reproduit, mais cette fois, l'ombre était plus nette, plus distincte. Comme si elle s'était un peu plus avancée dans le cadre, prête à sortir. Cette silhouette, c'était un homme. Un homme grand, avec des traits flous, mais quelque chose dans sa posture, dans la froideur de sa présence, me semblait familier. Un frisson glacé m'a parcouru. Je l'ai immédiatement ignoré, en me convainquant que c'était juste une illusion due à la lumière faible de la chambre. Mais ce n'était pas juste une illusion. Le soir suivant, je l'ai vue de nouveau. La même ombre. Et cette fois, elle semblait presque attendre. Comme si elle m'observait, prête à faire un pas. Mon cœur s'est accéléré. J'ai voulu le balayer de mon esprit, mais chaque fois que je croisais le miroir, je le sentais là, derrière moi, dans le coin de mon champ de vision, même quand je n'osais pas regarder directement. Il m'était devenu impossible de ne pas penser à lui. À lui, mon ex. À ce sourire froid que je reconnaissais sans même vouloir le faire. Les nuits suivantes ont été de plus en plus dérangeantes. Chaque fois que je me tenais devant le miroir, j'avais la sensation d'être observé, une présence derrière moi qui me glaçait le sang. Puis, un soir, tout a changé. Alors que je me préparais à sortir, je suis passé devant le miroir sans y prêter attention, comme à mon habitude. Mais ce soir-là, l'ombre ne s'est pas dissipée comme les autres fois. Elle est restée là, parfaitement nette, derrière moi. Et cette fois, je n'ai pas pu l'ignorer. Je me suis figé, mon souffle suspendu. Là, dans le reflet, je l'ai vu. Mon ex. Il était là, debout, juste derrière moi. Ses yeux, toujours aussi froids, me fixaient avec une intensité glaciale, son sourire figé, mais d'une manière différente, plus malveillante. C'était lui, je le reconnaissais. Mais il n'était pas réellement là. Je pouvais sentir son regard, froid et perçant, se planter dans mon dos. Comme s'il attendait quelque chose. Comme si le miroir était une porte à travers laquelle il pouvait m'atteindre, me hanter. J'ai tourné la tête brusquement, paniqué, mais la pièce était toujours vide. Le miroir, lui, ne mentait pas. Il ne montrait rien d'autre que mon propre reflet, si ce n'est cette présence palpable, que je pouvais sentir dans l'air, lourde et oppressante. J'ai essayé de rationaliser, de me dire que j'étais simplement fatigué, que ce n'était qu'une illusion. Mais plus je le regardais, plus je réalisais que ce n'était pas un simple reflet. Il y avait quelque chose de profondément maléfique dans ce qu'il montrait. Quelque chose que je n'étais pas prêt à affronter. Le lendemain, je suis allé dans un magasin d'antiquités, espérant trouver une explication ou me débarrasser de ce miroir. Mais même là, quelque chose m'empêchait de m'en séparer. C'était comme si le miroir avait une emprise sur moi, comme si, plus je tentais de m'en éloigner, plus il devenait impossible de m'en débarrasser. Et, à chaque retour chez moi, il m'attendait, immobile, dans le coin de la pièce, sa présence obsédante prête à me hanter à nouveau. J'ai essayé de me débarrasser du miroir de toutes les façons possibles, mais il revenait toujours. D'abord, j'ai tenté de le couvrir, de le cacher sous un drap, espérant que la simple vue de sa surface noire ne me perturberait plus. Mais chaque matin, en me réveillant, il était là, dans la même position, impeccablement découvert, comme si rien ne s'était passé. J'ai alors pris une décision plus radicale. Je l'ai emmené dans un vide-grenier, en espérant qu'une autre personne, peut-être quelqu'un d'ignorant de son histoire, pourrait en faire bon usage. Je me suis senti soulagé, enfin débarrassé de cette chose qui m'avait prise au piège. Mais le lendemain matin, en rentrant chez moi après une journée de travail, je suis entré dans ma chambre, et là, dans le coin, il était de nouveau là. Le miroir, intact, dans la même position, comme si je ne l'avais jamais emporté. Mes jambes ont tremblé. Je me suis précipité pour le jeter à nouveau, mais il est réapparu. Une sensation d'impuissance m'a envahi, et l'angoisse a pris le dessus. Le miroir me narguait, me ridiculisait. J'ai même essayé de le détruire. J'ai pris un marteau, avec une détermination désespérée, et j'ai frappé l'un des coins du cadre. Le verre a craqué sous le choc, mais au lieu de se briser en 1000 morceaux comme je l'avais prévu, il a simplement laissé une fine fissure, presque comme si le miroir refusait de céder. J'ai continué à frapper, mais chaque coup semblait être absorbé par l'objet, comme si une force invisible le maintenait intact, défiant mes tentatives de destruction. J'ai alors commencé à me renseigner sur l'histoire du miroir. Ce que j'ai découvert m'a glacé. Le miroir appartenait à une famille qui avait connu une série de tragédies inexpliquées. Des décès violents, des disparitions mystérieuses, et chacun des membres de la famille semblait avoir été hanté par une entité dans le reflet du miroir avant de mourir. Les récits disaient que le miroir n'était pas simplement un objet décoratif, mais un portail, une sorte de prison pour les âmes des défunts, emprisonnés dans son cadre. Je n'étais plus en sécurité. Le miroir n'était plus un simple objet. Il était le lien entre moi et quelque chose de bien plus terrifiant, quelque chose que mon ex, ce sourire froid dans mon reflet,
semblait désirer me faire comprendre. Mais pourquoi moi? Pourquoi m'acharner sur moi? Une nuit, alors que j'étais dans mon lit, complètement épuisé par tout ce qui se passait, j'ai fait un rêve étrange, presque trop réel. J'étais dans une pièce sombre, une pièce que je ne reconnaissais pas, et il y avait une présence lourde dans l'air. Soudainement, j'ai entendu une voix, douce mais glaciale, me chuchoter mon nom. Je me suis retourné, et là, dans l'obscurité, je l'ai vu. Mon ex, son sourire toujours là, figé et inhumain. Il m'a dit, d'une voix calme et menaçante, « Tu ne peux pas fuir, tu m'appartiens maintenant. Le miroir ne te laissera pas partir. » Je me suis réveillé en sursaut, le cœur battant à tout rompre, tremblante de peur. Il n'y avait personne dans ma chambre, évidemment, mais la sensation de sa présence était toujours là, oppressante, comme une ombre qui s'étendait sur chaque coin de ma pièce. Le lendemain, je me suis précipité vers le miroir, mon esprit tourmenté par la peur. J'ai voulu lui faire face, l'affronter, mais chaque fois que mes yeux se posaient sur lui, je voyais son reflet, cette silhouette terrifiante. Le sourire de mon ex semblait s'élargir, comme si chaque sourire, chaque moment passé à me fixer dans ce miroir, le rapprochait un peu plus de moi. Il devenait plus réel, plus présent. Le miroir n'était plus qu'une simple fenêtre vers un autre monde. C'était un piège, et je faisais partie de ce piège. Et là, dans un moment de lucidité, j'ai compris la vérité. Ce miroir ne voulait pas me montrer mon ex. Non. Ce miroir gardait quelque chose de beaucoup plus terrible, quelque chose que mon ex voulait que je voie, mais que je n'étais pas prête à comprendre. Chaque sourire, chaque apparition était un rappel d'un passé qu'il ne voulait pas que j'oublie. Il me disait que je ne pouvais pas me libérer, que tout ceci faisait partie du même cycle, que ce miroir était la dernière chose qu'il voulait me laisser avant de me perdre à jamais. J'ai essayé de quitter mon appartement, de m'éloigner, mais le miroir est toujours là, comme un spectre dans le fond de ma conscience. Chaque fois que je m'éloigne, chaque fois que je pense avoir enfin échappé à lui, il m'attend. Je sais que ce n'est pas simplement un objet. Ce miroir, cet objet antique que j'ai accepté, il est devenu un lien entre moi et quelque chose de bien plus sombre, de bien plus obsédant. Mon ex ne m'a jamais quitté, il m'a laissé dans un piège, et maintenant, le miroir est la clé. Et il ne veut pas que j'oublie. Cela fait des années que je tente de me reconstruire, de mettre le passé derrière moi. Il m'a fallu tant de courage pour m'éloigner de lui, de cet homme qui a transformé mon amour en une cage étouffante. À l'époque, je croyais à toutes ses promesses, je me disais qu'il changerait, qu'il finirait par m'aimer correctement, comme je le méritais. Mais, au lieu de ça, chaque jour passé à ses côtés me faisait perdre un peu plus de moi-même. Il était possessif, dominateur, toujours en train de m'isoler de mes amis, de ma famille. Il contrôlait tout, chaque aspect de ma vie, et je me sentais prisonnière de son emprise. Je n'avais même plus la force de résister à ses paroles, à ses mains, aux marques qu'il laissait parfois sur ma peau. Un jour, il m'a regardé droit dans les yeux, avec cette lueur sombre qui me glaçait le sang, et il m'a murmuré, « Si tu me quittes, je te suivrai jusqu'à la fin. Personne ne m'empêchera de te garder, ni même la mort. » Ces mots résonnent encore en moi. C'était comme une menace gravée dans ma mémoire, impossible à oublier, même après que je sois parvenu à m'enfuir, à reconstruire un semblant de normalité. Avec le temps, j'ai repris goût à la vie, renoué avec les gens que j'avais perdus de vue. Mais l'ombre de ces paroles restait là, tapie quelque part au fond de moi, une peur latente que je n'arrivais jamais à faire disparaître totalement. Un jour, j'ai reçu la nouvelle de sa mort. Un accident, disait-on. J'ai ressenti un mélange étrange de soulagement et de peur, un soulagement de savoir que, peut-être, il ne pourrait plus jamais me faire de mal, mais aussi une peur viscérale, comme si une partie de moi savait que ce n'était pas vraiment fini. Depuis ce jour-là, quelque chose d'invisible semblait peser autour de moi, une présence indéfinissable que je n'osais pas nommer. Quelques mois après avoir appris sa mort, alors que je croyais enfin pouvoir tourner la page, tout a recommencé. Un soir, je reçois un message d'un numéro inconnu. Au début, je pense à une erreur, un message envoyé à la mauvaise personne. Mais quand je lis les mots, mon cœur manque un battement. C'est un simple « bonsoir, ma belle », suivi de mon prénom, comme il avait l'habitude de m'appeler. Ce petit surnom, il était le seul à l'utiliser. Il n'y avait aucun doute possible, ce message semblait venir de lui. Mon sang se glace, et je relis les mots encore et encore, espérant y trouver une explication logique. Peut-être qu'un ami ou quelqu'un que je connais se joue de moi. Mais qui pourrait être aussi cruel? Les messages continuent. Chaque jour, un nouveau numéro, un nouveau message. Toujours aussi intime, comme si quelqu'un connaissait les moindres détails de notre passé. Il me rappelle des souvenirs que j'ai tenté d'oublier, des moments que personne d'autre ne pourrait connaître. Un soir, il mentionne le petit bar où nous avions l'habitude d'aller, ce bar où il m'avait fait cette promesse terrifiante,
ce murmure qui, même des années après, résonne encore dans mon esprit. Je décide de bloquer le numéro, pensant que ça mettra un terme à cette folie. Mais le lendemain, un autre numéro m'envoie un message, puis un autre et un autre. Je me sens piégé, comme si chaque tentative de lui échapper ne faisait qu'aggraver la situation. L'angoisse me ronge, et chaque vibration de mon téléphone devient une menace, chaque message une plongée dans le cauchemar. La paranoïa s'installe peu à peu, comme un poison. Est-ce qu'il est réellement mort? Est-ce que quelqu'un joue avec moi, fouille dans ma vie privée? Ou est-ce que, quelque part, il a vraiment tenu sa promesse de me suivre jusqu'à la fin? Je tente de garder mon calme, de me convaincre que ce n'est rien d'autre qu'une mauvaise blague. Mais quand je bloque les numéros, les messages continuent d'apparaître, comme une malédiction que rien ne peut arrêter. Je me sens traqué, piégé dans un filet invisible qui se resserre chaque jour un peu plus. Puis, un soir, tout bascule dans quelque chose d'encore plus terrifiant. Je suis dans ma salle de bain, la vapeur du bain chaud commence à se déposer sur le miroir. Je lève les yeux et, au milieu de la buée, des mots apparaissent lentement. Je suis toujours là, écrit comme avec un doigt invisible, il me fixe, glaçant chaque parcelle de mon être. Mon souffle se coupe, et je recule d'un pas, incapable de détourner le regard. C'est son écriture, celle que j'ai vue 1000 fois dans les lettres, sur les notes qu'il laissait, reconnaissables entre toutes. Paniqué, je nettoie le miroir, essuyant chaque lettre comme pour effacer l'ombre de sa présence. Mais une part de moi sait qu'il ne s'arrêtera pas là. Les jours suivants, les messages se multiplient et se manifestent dans des endroits que personne d'autre que moi ne pourrait atteindre. Je trouve un mot sur le dos de ma main en me réveillant, comme si quelqu'un l'avait écrit pendant mon sommeil. Souviens-toi de moi. Je commence à me demander si je perds la raison, si cette peur constante, ce cauchemar éveillé, n'est pas le fruit de mon propre esprit. Pourtant, tout semble si réel. Je n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un pourrait entrer chez moi, me toucher pendant que je dors, ou même écrire dans la vapeur de mon miroir. À chaque nouveau message, je me sens plus impuissante, incapable de m'échapper de ce jeu macabre. Plus le temps passe, plus il devient évident que ce n'est pas une simple blague, ni une coïncidence. Cette présence, cet esprit ou peu importe ce que c'est, semble décidé à me rappeler qu'il est là, qu'il m'observe, et que, d'une manière ou d'une autre, il n'a jamais cessé de me posséder. La paranoïa s'installe profondément, me consumant jour après jour. Chaque message, chaque apparition semble me rappeler qu'il est plus proche que jamais, comme une ombre qui refuse de me lâcher. Désespéré, je décide de parler de ce cauchemar à une amie proche. Elle écoute attentivement, et je peux voir la terreur dans ses yeux tandis que je lui décris ce que je vis. C'est elle qui me suggère d'aller voir quelqu'un qui pourrait comprendre ce genre de phénomène, un médium qui, dit-on, aide ceux qui sont hantés par des esprits. Je suis sceptique, mais j'accepte. Le médium, un homme d'un certain âge, m'écoute en silence, comme si chaque mot que je prononçais faisait résonner quelque chose en lui. Lorsqu'il prend enfin la parole, ces mots m'emplissent d'effroi. Cet esprit que vous décrivez, il est lié à vous d'une manière obsessionnelle. La mort n'a fait qu'amplifier ce besoin de contrôle qu'il avait sur vous. Vous n'avez jamais été libre pour lui. Et maintenant, il est dans un endroit où rien ne peut le retenir. Le médium m'explique que certaines âmes refusent de partir, surtout celles qui ont connu des émotions violentes comme la jalousie, l'obsession ou la haine. Il ajoute que cet esprit est déterminé à me garder à ses côtés, même si cela signifie me tirer vers le même monde où il se trouve. Je sens mon cœur se serrer à l'idée qu'il pourrait vraiment vouloir m'entraîner là-bas, dans l'au-delà. L'homme me conseille de me protéger, de renforcer mon énergie et de me préparer pour ce qu'il appelle une lutte spirituelle. Il me donne des objets, des talismans, et m'apprend un rituel pour essayer de couper le lien qui me relie à cette présence. Il me prévient, d'un ton grave, que si je ne fais rien, l'esprit de mon ex continuera à se renforcer, jusqu'à ce qu'il soit assez puissant pour me prendre définitivement. En sortant, je suis pétrifié. Je réalise que la situation est bien plus grave que je ne l'imaginais. Je n'ai jamais été réellement libre de lui. Les jours suivants, l'atmosphère devient encore plus oppressante, presque insupportable. La présence semble s'intensifier, envahissant chaque recoin de mon quotidien. Je commence à le voir dans les reflets, un visage que je reconnais malgré l'horreur qui le déforme, des yeux sombres fixés sur moi, emplis de cette possessivité qui m'avait déjà autrefois enfermé. Chaque nuit, il devient plus audacieux, apparaissant dans mes rêves, murmurant à mon oreille des mots que seul lui pourrait connaître. « Viens me rejoindre », répète-t-il, encore et encore. Je sens que mon temps est compté. Ce soir-là, je décide de tenter le rituel que le médium m'a appris. Avec les talismans en main, je me prépare, le cœur battant à tout rompre, et m'assois au centre de mon salon, entouré des bougies et des symboles de protection que l'on m'a donnés. Alors que je commence à réciter les paroles, une froideur glaçante envahit la pièce, une brume sombre semble s'élever autour de moi,
comme si l'air même se densifiait sous son influence. Soudain, je le vois, ou plutôt je le sens, sa présence plus palpable que jamais, juste derrière moi. « Tu es à moi », murmure-t-il, et sa voix semble résonner en moi, comme un écho qui ne veut pas disparaître. Mon esprit vacille, comme s'il voulait me happer, m'attirer dans un gouffre sans fond, là où il pourrait enfin me garder pour toujours. Je rassemble mes dernières forces, criant les mots de protection avec toute l'énergie qu'il me reste. La pièce se met à trembler, comme si quelque chose luttait pour rester accroché, pour ne pas disparaître. Puis, d'un coup, le silence retombe, lourd et suffocant. Je reste là, immobile, entouré par les bougies vacillantes, le cœur battant, mais l'esprit étrangement calme. Je ne ressens plus sa présence. Pour la première fois, je me sens vraiment seul, et, malgré la peur qui m'a hanté, c'est un soulagement infini. Mais quelque part, au fond de moi, une inquiétude persiste. Et si ce n'était qu'une trêve? Je venais de redécorer mon appartement, une sorte de rituel symbolique pour tourner la page, pour me sentir enfin chez moi, dans un espace qui n'avait plus rien de lui. J'avais tout changé, chaque meuble, chaque photo, chaque détail. Pourtant, ce soir-là, en triant une vieille boîte dans l'armoire de la chambre, j'ai senti mon estomac se nouer. Au fond, sous une pile de lettres que je pensais avoir brûlées, j'ai trouvé une petite boîte noire. À peine l'avais-je aperçue que mes mains se sont mises à trembler. Je savais exactement ce qu'elle contenait, même si je ne l'avais pas vue depuis notre dernière dispute. C'était son cadeau, ou plutôt sa demande. Il m'avait donné cette bague quelques jours avant que tout ne s'effondre, avant que je ne décide de rompre. Mes doigts hésitaient à l'ouvrir, comme si cette boîte renfermait un souvenir trop douloureux pour être réveillé. Mais, malgré moi, j'ai soulevé le couvercle. Là, étincelant comme un mauvais présage, l'anneau de fiançailles me fixait. Je l'avais toujours refusé, ce symbole d'engagement éternel qu'il avait voulu imposer. Mais maintenant, il semblait là, comme un fantôme, me rappelant des promesses que je n'avais jamais faites. Un frisson glacé me parcourut. Pourquoi ne l'avais-je pas jeté? Pourquoi avais-je encore cette relique d'un amour mort? Je me surpris à penser que, peut-être, garder cet anneau serait un moyen de clore définitivement ce chapitre. Après tout, ce n'était qu'un simple bijou. Cette nuit-là, j'ai eu un de ces cauchemars qui semblent aussi réels que le monde éveillé. Dans mon rêve, j'étais allongé dans une pièce obscure, dont les murs étaient aussi froids et humides que la pierre d'une tombe. L'atmosphère était lourde, étouffante, presque suffocante. C'est alors que j'ai senti une pression sur mes poignets, comme des mains serrées autour de moi, m'empêchant de bouger. J'ai levé les yeux, et il était là. Mon ex, son visage près du mien, me regardait avec une intensité que je n'avais jamais vue auparavant. Ses yeux, sombres et profonds, brillaient d'une lueur étrange, presque malsaine. Il me chuchotait des mots au creux de l'oreille, des mots que je ne comprenais pas, mais dont le ton m'envahissait d'une terreur sourde. « Tu m'appartiens. Tu ne pourras jamais fuir. » Sa voix résonnait en moi, comme un écho interminable qui imprégnait chaque recoin de mon esprit. Je luttais pour me libérer de son emprise, mais plus je me débattais, plus ses mains se resserraient, comme si chaque mouvement rendait son emprise plus forte, plus inéluctable. Je sentais son souffle glacé sur ma peau, chaque murmure me transperçant comme un couteau. Et juste avant de me réveiller, j'ai aperçu, dans le reflet de ses yeux, l'éclat métallique de la bague. Je me suis réveillé en sursaut, le cœur battant à tout rompre, comme si je venais de plonger dans un abîme sans fin. Mon corps était glacé, mais mes poignets brûlaient, comme si ses doigts s'étaient réellement incrustés dans ma chair. C'était juste un rêve, je me disais, juste un cauchemar, mais en posant les yeux sur ma table de chevet, mon souffle se coupa. La boîte noire était là, ouverte, et l'anneau brillait faiblement dans la pénombre. Les jours suivants, l'angoisse ne me quittait plus. Ce rêve avait laissé une marque profonde en moi, un sentiment de menace constante, comme si quelque chose m'observait depuis les ombres de ma propre maison. Ce n'était plus une simple angoisse, c'était une certitude. Cet anneau, ce symbole d'une promesse que je n'avais jamais acceptée, était porteur de quelque chose de plus sombre. Un soir, dans un élan de désespoir, j'ai décidé de m'en débarrasser pour de bon. J'ai pris la boîte noire avec l'anneau à l'intérieur, l'ai enveloppé dans plusieurs couches de papier et me suis rendu jusqu'à la poubelle du quartier, loin de chez moi. J'ai ressenti un certain soulagement en la laissant tomber au fond du conteneur, comme si j'abandonnais enfin un poids insupportable. Mais cette nuit-là, les cauchemars sont revenus, plus intenses encore. Il était là, encore plus proche, me murmurant des mots dont le sens se dessinait maintenant dans mon esprit. Je t'avais promis. Tu ne m'échapperas pas. J'ai lutté pour me réveiller, terrifié, mon corps couvert de sueur glacée. Le lendemain matin, en sortant de ma chambre, mes jambes se sont dérobées sous moi. Sur la table du salon, la petite boîte noire m'attendait, comme si elle n'avait jamais quitté mon appartement. Mes mains tremblaient alors que je la regardais,
figé d'effroi. J'ai ouvert la boîte, et l'anneau brillait doucement, comme s'il m'appelait, comme s'il savait que je ne pourrais pas m'en libérer aussi facilement. J'ai tenté à nouveau. Cette fois, je l'ai enterré, profondément, dans un parc éloigné, au pied d'un vieil arbre. Mais l'anneau est revenu, toujours de la même manière, toujours là où je pouvais le voir dès mon réveil. Peu importe ce que je faisais, il réapparaissait, m'enveloppant dans une terreur silencieuse que je ne pouvais plus nier. Les nuits devenaient de plus en plus insupportables. Je ne savais plus distinguer le rêve de la réalité, les deux se confondaient dans une spirale infinie. Chaque fois que je fermais les yeux, il était là, dans l'obscurité, sa silhouette vacillante et éthérée se dessinant lentement dans l'ombre de ma chambre. Ses yeux vides, ne cessaient de me fixer, et à chaque instant, il se rapprochait, comme un spectre inexorable. Je savais ce qui allait se passer. Je l'avais vu dans mes rêves, je l'avais ressenti dans chaque fibre de mon corps. Il tendait la main vers moi, doucement, comme une caresse glacée. Il s'approchait, son visage tordu par une douleur que je ne comprenais pas, mais qui semblait être liée à une promesse non tenue. Et alors, il plaçait l'anneau dans sa main, avant de l'approcher de mon doigt. Je me réveillais toujours en sursaut, le cœur battant à toute vitesse, le souffle court. Mais ce n'était pas la fin. À chaque réveil, quelque chose en moi savait que la scène se répétait, que je n'étais jamais vraiment sorti du cauchemar. Et dans la pénombre, je voyais toujours la forme, à la limite de la vision, un être flottant, presque translucide, ses bras tendus vers moi, ses doigts crispés autour de l'anneau. Une nuit, je ne pus m'empêcher de regarder, même si je savais que cela allait être trop. Il était là, tout près, et cette fois, il ne m'épargna pas. Il s'approcha lentement, un sourire figé sur son visage. Puis, sans que je puisse faire quoi que ce soit, il prit ma main et plaça l'anneau sur mon doigt. Un froid intense se répandit dans ma peau, comme si l'anneau absorbait toute chaleur, toute vie. Je voulais crier, je voulais le repousser, mais mon corps ne répondait plus. Il était trop fort, trop présent. Tout en me fixant d'un regard sans émotion, il murmura, d'une voix morte, « Nous sommes liés. Pour l'éternité. » Je me suis réveillé en hurlant, les mains crispées autour de mes doigts comme si l'anneau était encore là, en train de me dévorer de l'intérieur. Mais je savais que ce n'était pas juste un rêve. Il m'avait marqué, d'une manière ou d'une autre. Et maintenant, je n'étais plus seul. Je ne pouvais plus ignorer la vérité. J'étais piégé dans un cercle sans fin, et il n'y avait pas d'échappatoire. Chaque nuit, la même scène se répétait, son visage blême, son regard fixe, l'anneau qui revenait, inéluctable, comme une malédiction. Il ne cessait de me murmurer des promesses qu'il n'avait jamais tenues de son vivant, mais qui, à présent, prenaient une dimension terrifiante. Ce n'était plus un simple symbole d'amour, mais un lien imposé, un pacte dont je ne comprenais pas encore toute l'étendue. Dans un accès de panique, j'ai décidé de fouiller dans le passé de mon ex, de comprendre ce qui pouvait expliquer cette folie. Les archives familiales, les réseaux sociaux, des anciens amis, tout m'a mené à une révélation qui me glaça le sang. Cet anneau, bien plus qu'un simple bijou, faisait partie d'un ancien rituel qu'il avait appris auprès de sa famille, un rituel qui, selon les croyances, permettait de sceller un engagement pour l'éternité. Mais l'objectif n'était pas d'unir deux âmes dans l'amour, non, il s'agissait plutôt de lier une âme à un autre, de manière définitive, de faire en sorte que le lien soit irrémédiable, même au-delà de la mort. Le plus perturbant était de découvrir qu'il avait conçu ce plan bien avant que nous ne nous rencontrions. Le rituel était destiné à être accompli, peu importe le résultat de notre relation. Et la promesse qu'il m'avait faite n'était pas une simple déclaration romantique. C'était une obligation, une partie d'un engagement qu'il était prêt à honorer à tout prix, même au-delà de sa propre disparition. La terreur m'envahit, mais une seule pensée me traversa l'esprit. Pour m'en sortir, je devais détruire l'anneau. C'était la clé de ma liberté, mais aussi de mon salut. L'anneau ne pouvait plus faire partie de ma vie. Mais alors que j'essayais d'imaginer comment le détruire, une autre vérité m'éclata au visage. Tout ce que j'avais fait jusque-là n'avait servi à rien. Il savait déjà tout. Il était là, dans l'ombre, observant mes tentatives, attendant. Et à chaque instant où je croyais m'être débarrassé de lui, il se réintroduisait dans ma vie, comme une ombre persistante. J'étais désormais consciente que la seule issue serait de détruire l'anneau d'une manière définitive. Mais cette tâche me semblait impossible. Plus je luttais, plus je réalisais qu'il avait déjà gagné. Et moi, je n'étais plus qu'un spectre vivant dans le monde qu'il avait créé. Toutes les nuits, le téléphone sonne, toujours à la même heure, entre 2 et 3 heures du matin. Au début, je pensais qu'il s'agissait d'un appel accidentel, une erreur. Mais cela s'est reproduit. La première fois, j'ai décroché, un peu confuse, la voix encore endormie. Tout ce que j'entendais, c'était une respiration lourde, lente,
un souffle angoissant, qui semblait presque trop près du combiné. J'ai attendu quelques secondes, pensant que quelqu'un allait parler, mais rien, juste cette respiration qui me semblait malsaine. Au bout de quelques minutes, j'ai raccroché, perturbé mais sans trop y penser. Le lendemain, j'ai même ri de moi-même, croyant avoir mal interprété l'appel d'un insomniaque ou d'un ivrogne. Mais les nuits ont passé, et les appels ont continué, toujours à la même heure, avec cette même respiration oppressante de l'autre côté du fil. J'ai commencé à ressentir une sorte de malaise, une anxiété sourde qui s'installait au fond de moi dès que je voyais l'horloge se rapprocher de 2 heures. J'essayais de me convaincre que ce n'était rien, mais chaque fois que je décrochais, ce souffle revenait, profond et menaçant, comme si quelque chose d'invisible cherchait à pénétrer dans mon espace, à s'infiltrer dans mon esprit. Les appels devenaient de plus en plus oppressants, comme un sombre rituel qui s'invitait dans mes nuits sans répit. Chaque soir, je me sentais piégé dans cette attente angoissante, épiant le cadran de l'horloge jusqu'à ce que le téléphone résonne de nouveau. Un soir, alors que la respiration rauque résonnait à travers le combiné, un frisson glacé me parcourut. Ce son, il semblait étrangement familier, mais je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. Les nuits suivantes, cette impression s'intensifiait. Ce souffle pesant, ce rythme, il ressemblait à quelque chose que je connaissais, quelque chose de profondément enfoui dans ma mémoire. Puis, soudain, la vérité me frappa comme un coup de poing. Ce souffle, ce rythme, c'était celui de mon ex. Sa façon unique de respirer, surtout quand il s'endormait à côté de moi, une habitude presque imperceptible mais que je connaissais par cœur. Mon corps se figea, glacé par l'effroi. Cela ne pouvait pas être possible. Il était mort depuis des mois. Pourtant, cette voix, ce souffle derrière le téléphone, c'était lui, j'en étais certaine. Les nuits suivantes, les appels prirent une tournure encore plus troublante. Ce n'étaient plus seulement des respirations pesantes, désormais, j'entendais des murmures, des mots chuchotés que je reconnaissais, des souvenirs murmurés d'une voix faible mais indéniablement familière. Il parlait de moments que nous avions partagés, de secrets que nous avions échangés et que personne d'autre ne connaissait. Chaque mot faisait ressurgir des images de notre passé, des conversations intimes et des confidences enterrées. Parfois, il répétait les phrases exactes qu'il m'avait dites des années auparavant, des mots qui résonnaient avec une précision troublante. C'était comme s'il fouillait dans mes souvenirs, ramenant à la surface des détails que même moi, j'avais oubliés. Sa voix, douce et presque affectueuse, contrastait terriblement avec l'horreur de la situation. À chaque mot chuchoté, la peur s'intensifiait, car j'étais la seule à pouvoir comprendre l'ampleur de ce qu'il disait. Il n'y avait aucun doute possible, cette voix, ces souvenirs, c'était bien lui, mon ex, revenu d'une manière que je ne pouvais ni comprendre ni fuir. Une nuit particulièrement sombre, l'appel retentit encore. L'écran du téléphone s'illuminait dans la pénombre de ma chambre, et mon cœur s'accélérait aussitôt, comme s'il pressentait l'horreur qui m'attendait de l'autre côté du fil. Les murmures habituels commencèrent, mais cette fois, la voix semblait plus distincte, plus vivante, si c'était possible. J'entendais presque le sourire dans sa voix, comme s'il savourait l'effet qu'il avait sur moi. Puis, pour la première fois, il m'appela par mon nom, d'une voix qui semblait sortir d'une autre réalité, une voix qui résonnait avec une froideur inquiétante. « Je t'attends », murmura-t-il, et ces simples mots glacèrent mon sang. « Je t'attends là où tu finiras par me retrouver. » Mon souffle se coupa. Un mélange de terreur et de fascination morbide m'envahissait. Était-ce une menace, un appel à me rejoindre dans un monde inconnu, ou une promesse sinistre que mon temps sur cette terre touchait à sa fin? La voix continua, me décrivant un endroit étrange, un lieu qui n'appartenait ni à ce monde ni à l'au-delà. Il parlait d'une sensation de paix froide, d'un silence oppressant et infini, comme si les âmes errantes se réunissaient là pour attendre ceux qui leur étaient destinés. Ces mots formaient des images lugubres, un paysage sombre où le vent ne soufflait jamais et où chaque pas semblait aspiré par un vide profond. Je pouvais presque voir cet endroit à travers ces descriptions, comme si son monde et le mien s'entremêlaient par cet appel hanté. Ce n'est qu'une question de temps, dit-il enfin, et un ricanement glacial suivit, résonnant dans le silence de ma chambre comme un écho d'un autre monde. Mon esprit commençait à vaciller sous le poids de l'angoisse, cherchant désespérément une explication logique à tout cela. Mais comment expliquer l'inexplicable? Comment échapper à quelqu'un qui semblait défier même la mort pour me retrouver? Cette nuit-là, j'ai à peine dormi, hanté par ses paroles et par les images qu'elles avaient laissées dans mon esprit. Chaque bruit dans la maison, chaque ombre dans le couloir me semblait être une promesse de sa présence, comme s'il pouvait surgir à tout instant, prêt à me conduire vers ce lieu étrange qu'il décrivait. Les appels ne cessèrent pas, mais cette fois, une terreur oppressante m'habitait, comme si chaque sonnerie rapprochait son ombre de moi. Le téléphone devenait un objet maudit, que je fixais avec appréhension chaque nuit, sachant qu'il ne me laisserait pas en paix. La voix, de plus en plus claire, m'appelait avec insistance,
murmurant que le temps était compté, que bientôt, je ne pourrais plus fuir. Je sentais sa présence même au-delà du téléphone. Dans mon appartement, des choses que je connaissais par cœur me semblaient soudain étrangères. Le silence autour de moi semblait habité. Parfois, je percevais des murmures indistincts dans les coins sombres, des bruits de pas qui s'arrêtaient dès que je me retournais. C'était comme si quelque chose s'était immiscé dans mon quotidien, me guettant depuis les ombres. Un soir, dans un ultime acte de désespoir, je décidai de changer de numéro, convaincu que cela pourrait briser ce lien sinistre. Mais la nuit suivante, à l'heure habituelle, le téléphone sonna de nouveau. Je sentis mon cœur se serrer. Le numéro était masqué cette fois. Tremblante, je décrochai, sachant déjà ce que j'allais entendre. « Tu ne peux pas m'échapper » murmura-t-il. Sa voix semblait cette fois résonner non seulement dans le téléphone, mais tout autour de moi, comme si elle venait des murs de ma chambre, du silence lui-même. La dernière chose qu'il me dit, d'une voix basse, presque bienveillante, fut « Nous serons bientôt réunis. Je vais t'attendre aussi longtemps qu'il faudra. » Puis, le silence tomba, lourd, oppressant. La communication se coupa, mais une certitude terrifiante restait en moi. Il ne s'arrêterait pas. Depuis cette nuit, je vis dans la peur constante, sachant que ce n'était plus seulement des appels, mais une promesse qu'il me rejoindrait, quoi qu'il en coûte. Je venais de me libérer d'une relation qui m'avait presque détruite. Après des mois de souffrance silencieuse, j'avais enfin trouvé le courage de mettre un terme à ce cauchemar. Il était possessif, manipulateur, et peu à peu, il avait réduit tout ce que j'étais à un simple reflet de ses propres désirs. Quand il est mort, j'ai ressenti un étrange mélange de soulagement et de culpabilité. Une part de moi se sentait libérée, tandis qu'une autre s'inquiétait encore, comme si quelque chose n'était pas terminé. Désormais, je pouvais recommencer à vivre, reconstruire ce que j'avais perdu, et cette petite maison me semblait être le lieu parfait pour renaître. Loin de la ville, de son souvenir et des regards que je redoutais, je pensais avoir trouvé un refuge, un espace où sa présence ne pourrait jamais m'atteindre. La maison était modeste, mais chaleureuse, et surtout, elle m'appartenait. Pour la première fois depuis des années, je ressentais une paix fragile, une sensation de sécurité que je n'avais plus connue depuis si longtemps. Cependant, dès la première nuit, un malaise indescriptible m'a envahi. Alors que le silence de la campagne s'étendait autour de moi, j'avais cette impression étrange de ne pas être seul. J'essayais de me rassurer, me disant que c'était juste l'adaptation à un nouvel environnement, mais ce sentiment persistait. C'était comme si quelque chose ou quelqu'un m'observait, tapi dans l'ombre, attendant un moment de faiblesse pour se manifester. La deuxième nuit, alors que j'essayais de m'endormir, j'ai de nouveau ressenti cette étrange sensation, une lourdeur presque palpable dans l'air. Tout était calme, mais mon esprit restait en alerte, incapable de se détendre. Une peur irrationnelle s'insinuait, une peur que je ne pouvais expliquer, mais qui refusait de se dissiper. Incapable de trouver le sommeil, je me suis levé pour me diriger vers la cuisine, espérant qu'un verre d'eau m'aiderait à me calmer. En passant devant la fenêtre du salon, j'ai instinctivement jeté un coup d'œil vers l'extérieur, et c'est là que je l'ai vue. Une silhouette floue, à peine discernable dans la pénombre, se tenait sur ma petite terrasse. Figé, je l'observais, essayant de comprendre ce que je voyais. Était-ce une illusion? Peut-être l'ombre d'un arbre, ou un jeu de lumière. Mais non, elle était bien là, immobile et sombre, à la frontière entre l'ombre et le clair de lune. Mon cœur battait la chamade, chaque pulsation résonnant dans ma poitrine comme un écho de panique. Cette silhouette semblait humaine, mais il y avait quelque chose d'anormal, quelque chose d'étrangement familier dans sa posture, comme une présence que j'avais déjà connue autrefois, dans des souvenirs que j'aurais préféré oublier. Mes mains tremblaient, et malgré moi, je reculais lentement, espérant que cette chose, quelle qu'elle soit, disparaisse si je cessais de la regarder. Pourtant, je ne pouvais détacher mon regard. Plus je l'observais, plus cette silhouette semblait se préciser, prendre une forme que mon esprit refusait d'accepter. C'était comme s'il y avait là, sur cette terrasse, un fragment de mon passé que j'avais enterré, une ombre du temps où j'étais piégé dans cette relation étouffante. Finalement, incapable de supporter davantage, j'éteignis la lumière du salon et me réfugiai dans ma chambre. Mais même dans l'obscurité, je sentais toujours cette présence, cette énergie pesante qui semblait se coller à moi. Je me persuadais qu'il ne s'agissait de rien, d'une simple peur irrationnelle née du stress du déménagement. Cependant, cette explication rationnelle s'effritait rapidement à chaque instant qui passait. Les nuits suivantes, la silhouette réapparut. À chaque fois, elle était là, exactement à la même heure, comme un spectre silencieux venu hanter mon refuge. Et chaque fois, elle semblait un peu plus nette, un peu plus proche, comme si elle essayait d'entrer dans mon espace, de franchir cette mince frontière entre la terrasse et mon intérieur.
Je savais que je ne pouvais pas continuer à l'ignorer. Cette ombre portait quelque chose de lui. Sa manière de se tenir, cette posture figée et déterminée, me rappelait mon ex d'une manière troublante, insidieuse. C'était impossible, je le savais. Il était mort, je l'avais vu dans l'avis de décès, j'avais pleuré, malgré moi, en apprenant cette nouvelle. Mais cette ombre, nuit après nuit, ne semblait pas prête à m'abandonner. C'était comme si elle attendait, patiemment, que je comprenne quelque chose, que je voie enfin la vérité. À ce stade, la peur ne me quittait plus. Elle s'insinuait dans mes jours, me laissant anxieuse et épuisée. Je n'avais jamais cherché à comprendre ce que mon ex avait pu ressentir ou penser après notre séparation. Je ne voulais plus jamais revivre cette période. Mais cette silhouette nocturne refusait de me laisser oublier, et une part de moi redoutait ce qu'elle venait réellement réclamer. La peur grandissait en moi chaque nuit, et la silhouette semblait se rapprocher de plus en plus. Il n'était plus question d'illusion ou d'hallucination. Cette chose était bien là, surgissant inlassablement à la même heure, toujours un peu plus proche de ma porte. Je savais que je devais découvrir ce qui se cachait derrière cette présence pour enfin retrouver la paix. Ce n'était plus supportable, je devais comprendre. Déterminé, je me suis plongé dans les souvenirs de cette relation toxique, cherchant des indices, quelque chose qui pourrait expliquer l'existence de cette ombre. En repassant dans mon esprit les moments sombres de cette époque, un détail effrayant me revint soudainement. Je me souvenais de certaines nuits où il marmonnait des paroles étranges, des mots que je ne comprenais pas, comme s'il récitait une sorte de prière ou de rituel. À l'époque, j'avais mis cela sur le compte de son comportement excentrique, un autre signe de son obsession malsaine. Mais à présent, ces murmures prenaient un sens inquiétant. Je décidai de faire des recherches pour en savoir plus sur ces rituels. Après des heures passées à fouiller des forums ésotériques et des sites obscurs, je découvris quelque chose d'effrayant. Il existait un ancien rituel, nommé le rituel de liaison éternelle, censé lier spirituellement deux personnes au-delà de la mort. Ce rituel, pratiqué par certaines sectes ou personnes désespérées, promettait une forme de connexion indéfectible, même si l'un des deux venait à mourir. Cela sonnait absurde, mais tout semblait correspondre. Mon cœur se serra en comprenant l'ampleur de son obsession. Même dans la mort, il refusait de me laisser partir, s'attachant à moi d'une manière déformée, perverse, au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Je réalisais alors que cette ombre n'était pas une simple apparition. C'était lui, ou du moins ce qu'il restait de lui, un vestige de son obsession qui continuait à me hanter. L'idée me glaçait le sang. Je n'étais plus seulement poursuivi par un souvenir, mais par une volonté qui avait traversé les limites de la vie et de la mort pour me posséder encore. Les nuits se succédaient, et l'ombre se rapprochait chaque fois un peu plus de ma porte, comme si elle cherchait à franchir le seuil de ma maison. L'anxiété me dévorait jour après jour, mais c'était la nuit, dans l'obscurité totale, que je ressentais son emprise de manière la plus intense. Chaque souffle, chaque mouvement de l'air semblait me rappeler sa présence, et il ne se contentait plus de rester dans l'ombre, il était là, toujours plus tangible, toujours plus menaçant. Je savais que je ne pouvais plus fuir. Ignorer cette présence ne suffirait plus. J'avais cherché à éviter le passé pendant trop longtemps, à enterrer la douleur et les souvenirs, à fuir tout ce qui me liait à lui. Mais je comprenais maintenant que cette ombre, cette entité qui revenait nuit après nuit, n'était pas juste le fantôme d'un homme que j'avais aimé. C'était le reflet d'une partie de moi que je refusais de regarder, une partie que je devais affronter pour pouvoir enfin m'en libérer. J'ai commencé à m'informer sur la manière de briser un tel rituel. Les informations étaient rares et confuses, mais je découvris qu'une seule chose pourrait mettre fin à cette liaison éternelle. Il fallait confronter le passé, se libérer de ce qu'il représentait, et briser le cycle de dépendance qu'il avait instauré. Cela signifiait regarder en face mes peurs, mes regrets, et tout ce que j'avais soigneusement mis de côté pendant toutes ces années. Mais une part de moi redoutait ce que cela impliquerait. Devais-je revivre l'horreur de cette relation, revivre le contrôle qu'il exerçait sur moi, pour enfin le faire disparaître? Je me préparais, avec une immense appréhension, à cette confrontation. La nuit suivante, j'avais décidé de ne pas fuir. Je m'installai dans le salon, face à la fenêtre, là où la silhouette apparaissait chaque soir. Mon cœur battait à tout rompre, mais j'étais déterminé. Je savais que, pour me libérer, je devais accepter ce qui s'était passé, tout ce qu'il m'avait fait endurer. Je devais lui dire, une bonne fois pour toutes, que j'étais libre. Libéré de lui, libéré de son emprise. J'attendis, le silence pesant, et au bout d'un moment, l'ombre se dessina à nouveau, fidèle à sa routine, se positionnant dans la même zone de la terrasse. Cette fois, je n'eus pas peur. Je me levai et m'avançai lentement vers la porte, me tenant face à cette présence maléfique qui m'avait torturé depuis trop de nuits. « Je te laisse partir, » dis-je d'une voix tremblante mais ferme. « Tu n'as plus de pouvoir sur moi. » La silhouette ne bougeait pas, mais je savais qu'elle m'entendait.
Je pouvais sentir une énergie, une sorte de résistance invisible. La peur montait encore, mais je n'allais pas céder. Je répétais ces mots plusieurs fois, plus fort, plus assuré, jusqu'à ce que la tension dans l'air commence à se dissiper, comme si quelque chose se brisait lentement. Mais même lorsque l'ombre commença à se dissiper, je sentais une étrange inquiétude persister. Était-ce suffisant? Avais-je fait assez pour briser ce lien? La présence semblait moins pressante, mais l'incertitude persistait. Je n'étais pas certaine que ce que j'avais fait allait suffire à le repousser définitivement, ou si cela avait seulement ouvert la porte à un autre type de confrontation. La nuit suivante, je me retrouvais dans un état d'incertitude totale. Je m'étais préparé à affronter mes démons, à briser le lien qui m'unissait à lui, mais une partie de moi restait en alerte. L'ombre s'était dissipée, mais la sensation de sa présence persistait, comme une ombre invisible qui rôdait dans l'air. Avais-je vraiment réussi à le repousser, ou bien n'étais-je qu'au début d'un autre chapitre, plus sombre encore? Le silence régnait dans la maison, mais il n'était plus ce silence apaisant que j'avais cherché depuis mon arrivée. Non, c'était un silence lourd, oppressant, rempli de résonances invisibles. Chaque bruit de la maison, un craquement de bois, le souffle du vent dans les rideaux, me faisait sursauter, me ramenant toujours à l'idée qu'il pourrait être là, quelque part, en attente de ma faiblesse. Mais cette fois, j'étais prête. Cette fois, je n'allais pas fuir. J'avais appris une vérité amère. Pour se libérer, il fallait accepter le passé, non pas en le rejetant, mais en l'intégrant. J'avais rejeté une partie de mon histoire, une partie de moi-même, et c'était précisément cela qui me maintenait prisonnière. Pour avancer, je devais me libérer de ma peur, de ma culpabilité et de mes regrets. La véritable libération n'était pas simplement d'oublier, mais d'accepter ce que j'avais vécu et ce que j'avais appris à travers lui. Et c'est là, dans l'obscurité de la nuit, que je compris enfin que l'ombre n'était pas juste un spectre de mon ex. Elle était le reflet d'une partie de moi-même, une version de moi qui avait été brisée par cette relation, et qui refusait de se laisser aller. Il ne s'agissait pas simplement de fuir un fantôme, mais de se reconstruire, de se pardonner et de se réconcilier avec soi-même. À cet instant précis, une paix étrange se fit en moi. La terreur qui m'avait habité jusque-là semblait se dissiper, remplacée par un sentiment de clarté. Je n'étais plus une victime, je n'étais plus quelqu'un qui attendait simplement de se libérer. J'étais désormais celle qui reprenait le contrôle. J'étais prête à avancer, à partir, à reconstruire ma vie. L'ombre s'éloignait, mais je savais que la véritable guérison passait par cette prise de conscience. Je me levai, et cette fois, je n'eus plus peur de regarder à la fenêtre. La terrasse était vide. L'ombre avait disparu. Et avec elle, tout ce qui me retenait encore à lui. Je n'étais plus seul avec mes peurs. J'étais enfin libre.